Bonjour Cyril. Bonjour. Écoute, je suis ravie aujourd'hui de te recevoir sur le podcast de Sans filtre ajouté. J'ai 1000 questions à te poser. Mais la première, évidemment, c'est de te demander de te présenter aux auditeurs qui nous écoutent. Cyril Tisserand, je suis directeur de création, je suis responsable de l'agence conseil de Caméléon Group. On a un cabinet d'études intégré où on peut, grâce à ça, faire des recommandations stratégiques, du design, pour le luxe, la pharma et la grande distribution. Aujourd'hui, l'environnement grande distribution évolue énormément, va très vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent en grande distribution. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous donner ta vision d'expert sur les principaux défis à résoudre sur le point de vente aujourd'hui? Quelle est ta lecture? Je pense que le point de vente a énormément évolué, avec l'influence du drive notamment, qui rebat un peu les cartes. L'idée est forcément d'essayer de retrouver de l'attrait au point de vente. Pour ça, il faut, je pense, redonner aussi la parole aux marques qui sont aspirationnelles. C'est les gens vont pour certains en point de vente pour les marques. Ça permet de redonner de l'expérience si on commence à recommuniquer, à redonner de la pédagogie, à redonner, j'allais dire, de la sensibilité et de l'attrait. Donc je pense que ça va être un peu le challenge pour les enseignes de peut-être accepter de redonner le pouvoir aux marques. Alors, tu évoques un point qui est très intéressant, c'est le drive. Alors, on pourrait même parler de l'évolution des circuits au global. On parle effectivement de la croissance du drive. On voit aussi beaucoup la croissance de la proximité. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour une marque, justement, et à quoi elles doivent être attentifs sur la croissance des différents réseaux? Alors, le drive, je pense qu'on a atteint une certaine maturité pour les enseignes, je parle spécifiquement pour la GMS, et c'est justement comment essayer de quand même les recapter sur le point de vente. Je pense que si on donne, notamment par des temps forts pour l'aller centrale, la possibilité aux marques de donner peut-être plus de liberté avec moins de contraintes de négociation, Vaste sujet. Voilà, vaste sujet. Et peut-être aussi la TG dans les points de vente qui est un point qui est extrêmement bataillé. Mais il y a aussi tout ce qui est aspect catégoriel. Et la partie catégorie, je pense que c'est là où on peut peut-être redonner une nouvelle vision, une nouvelle organisation plus proche des consommateurs, avec aussi peut-être casser cette linéarité, ce côté un petit peu aseptisé des linéaires, en donnant une théâtralisation de ce linéaire, en ayant un environnement, un univers qui serait créé à chaque fois, à chaque rayon. Et pourquoi pas après laisser la part belle à certaines marques pour donner de l'innovation, de la nouveauté et de l'émergence. J'allais dire justement, tu évoques un point hyper intéressant, c'est la catégorie de produits, au-delà même de la marque, pour que justement il y ait un point d'entente effectivement entre le distributeur et la marque, où souvent tu l'as évoqué rapidement et on va pas en faire un sujet, mais on est dans le cadre des négociations, donc il y a des zones de friction entre distributeurs et industriels. Et dès que tu parles de la catégorie, ça met tout le monde d'accord parce qu'on parle du shopper et de comment il fait ses courses. Ce qu'on voit aussi, c'est une fragmentation des achats avec un shopper qui va sur des réseaux SP, un shopper qui va en GMS, sur du drive, sur de la proxy, etc. Qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce qu'on comprend justement de ce shopper-là qui évolue? Et puis au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut nous donner sur le point de vente en termes de merchandising? Qu'est-ce que tu vois toi et qu'est-ce que tu peux conseiller aux marques sur ce sujet-là? Je pense qu'il y a une étude constante à avoir, une veille constante sur le shopper. Il évolue, il y a eu l'effet Covid, il y a aussi une crise qui est passée un peu par là quand même. Donc je pense qu'il faut quand même avoir de la data fraîche. Ça veut dire étudier le shopper dans sa façon de consommer, en tant que client, en tant qu'utilisateur, en tant que même patient pour certains réseaux. Et peut-être justement d'avoir, grâce à cette data, une réorganisation du rayon, avec peut-être aussi une hiérarchie d'informations qui permettrait de mieux capter et de mieux transformer. À partir du moment où on a une organisation qui va permettre de fluidifier, de venir créer une expérience à différents points dans le linéaire, pour pouvoir inciter à découvrir l'ensemble de l'offre, ça va être un gain et une croissance pour la catégorie et au final pour les drivers, c'est-à-dire pour les grandes marques qui vont faire le pari de revoir l'ensemble de cette organisation. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Alors, dans l'alcool, notamment, on a le groupe Ricard qui a fait une super démarche et qui, par certains aspects expérientiels autour des whisky premium, qui ont fait une descente complète pour pouvoir retrouver de l'attrait et donner un peu plus d'expertise aux novices et bien sûr capter les consommateurs qui peut-être allaient chez des cavistes pour avoir plus d'informations, plus de conseils. Et on retrouve ça sans avoir forcément de l'humain parce qu'on peut pas se permettre d'avoir un humain dans chaque rayon malheureusement. Et ça, pallie à ça. On a aussi
des fois, sans aller dans une démarche catégorielle globale, mais des marques comme Brita, qui sont en PEM, qui ont une filtration de l'eau à proposer. Et au final, c'est étonnant d'avoir de la filtration de l'eau en petit électroménager alors qu'on pourrait le rattacher à l'eau. Et c'est le pari qu'ils ont fait en proposant une descente complète autour de leurs produits au sein des eaux. Donc on revoit complètement le parcours. C'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une alternative à la bouteille, avec tout le côté RSE qu'on peut comprendre et connaître, et de se dire, voilà, on donne le libre toucher au produit, on sort de sa boîte, on a du digital pour donner tout l'aspect communication, pédagogie, information, et ils ont créé tout un dispositif, un meuble, et c'est assez, j'allais dire, nouveau, parce qu'on vient les sortir de leur emplacement initial pour pouvoir un peu chahuter les eaux et proposer une alternative à la bouteille. Et ça, c'est aussi une démarche de parcours qui est au-delà de l'aspect catégoriel d'un rayon complet. Il y a énormément de chefs de secteur qui nous écoutent, qui installent les PLV en point de vente à ce moment même. Et même, voilà, on connaît aussi toutes les difficultés du point de vente en termes de ressources humaines. Ils ont du mal à recruter. Comment vous, Caméléon, justement, par rapport à ces problématiques-là, vous adaptez vos démarches, vos PLV? Et j'ai même envie de te poser la question, est-ce que le fait d'installer ces démarches-là, c'est quelque part un avantage pour le point de vente parce qu'il vient baliser et presque parfois faciliter? Est-ce que c'est le cas ou pas? Et comment vous abordez justement ces enjeux d'un shopper qui se transforme, on en a parlé, mais aussi d'un point de vente en termes de ressources humaines qui se modifient? Alors, il y a les ressources humaines et puis il y a le RSE. Moi, je trouve que et la RSE, bien sûr. Il y a un côté quand même aussi qu'il faut pas oublier. Quand on voit qu'une théâtra en allée centrale dure, 10 jours, 15 jours grand maximum, est jetée, c'est du carton. Hein. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Et on a, nous, avant de parler d'humain, essayé de trouver des solutions pour pouvoir peut-être déjà minimiser notre impact. Hein. On est acteur, on doit se poser ce genre de questions. Et on a un produit qu'on aime bien proposer et qui est vraiment assez plébiscité et utilisé, c'est le display plastique recyclé et recyclable et réutilisable. Ça permet d'avoir un élément structurant qui est présent en allée centrale, qui est extrêmement, agile, parce qu'il peut faire plein de formes, comme on peut le faire en carton. Et on vient après plaquer avec du carton, mais à minima. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup moins de carton. Ça permet à la force de vente de, on parlait d'humain, revenir le reprendre pour pouvoir le réutiliser dans un autre point de vente grâce à des sacs de transport puisqu'il est complètement démontable comme un Lego. Et ça permet de revenir, mais de garder contact aussi avec le point de vente. Il faut le voir comme la possibilité de revoir son client en tant que tel. Et au bout de 4-5 utilisations, on se retrouve aussi dans un cercle, j'allais dire, vertueux, économiquement, écologiquement, puisqu'on s'y retrouve. On a moins de carton, donc moins d'achats de carton et moins d'impact. Donc je pense qu'on peut vraiment, avec une nouvelle approche de l'utilisation de la PLV, avoir quelque chose de plus vertueux. C'est hyper intéressant, j'adore ton exemple de ça permet aussi de créer un lien de confiance et sur du long terme avec ton point de vente. Ça montre que tu mets de l'investissement dans le magasin, c'est quand même pas négligeable et je pense qu'il y a tout un discours de pédagogie à apporter auprès des chefs de rayon, des directeurs de magasins. Et effectivement, ça permet de revenir et de nouer ce lien. Et effectivement, la RSE, c'est un énorme sujet. Moi, je suis effarée de savoir qu'il y a des PLV qui sont jetés à la poubelle. Bon, malheureusement, ça existe. C'est encore un autre sujet. On en a parlé, effectivement, hein, le point de vente se développe. On connaît aussi le point de vente aujourd'hui pour avoir des directeurs de magasins, des chefs de rayon qui sont contre la PLV. Déjà, qu'est-ce que tu réponds à ce point de friction quand même un peu quand tu as des chefs de secteur qui ont des moyens et coupent un peu les vives je parle en rayon et non pas en allée centrale, bien sûr. Le résultat, il est quand même là. Hein. Je veux dire, ça a fait ses preuves. La PLV, elle est quand même au service de la vente, de l'information, de la pédagogie, de la nouveauté, de l'innovation. Je pense qu'on a beau sortir les meilleurs produits, s'ils sont au fond du rayon, cachés, au dernier élément de l'allée, on ne les verra pas, ils ne seront pas vendus et on va se dire ça ne marche pas. Mais il faut quand même qu'on le crie haut et fort qu'ils existent. La PLV sert à ça. Sinon, on se retrouve un petit peu dans le système du drive, c'est-à-dire que j'ai ma liste de courses qui est déjà faite, je rachète celle de la semaine dernière, j'appuie sur le bouton, j'ai pas eu connaissance des promos, des inos et la PLV, elle sert à ça en point de vente. C'est un palliatif à l'anonymat. Ça, c'est le premier point et de toute façon, il suffit de voir les résultats en termes de ROI, en termes
le chiffre d'affaires qu'on peut faire grâce à la PLV. Si ça marchait pas, on n'en ferait pas. Après, par rapport aux enseignes, on a une forme d'aseptisation des enseignes qui veulent presque être, j'allais dire, au devant de la scène. Et je pense que il faut peut-être retrouver l'attrait aux marques. Quand on voit ce qui se passe dans certains hypermarchés à l'autre bout du monde qui laissent vraiment la part belle aux marques et les laissent investir, on se rend compte qu'on arrive dans quelque chose de beaucoup plus aspirationnel, féerique. Certains magasins, on dirait des parcs d'attractions. Et c'est ce qui fait que ça devient presque une visite au-delà de l'aspect consommation et de la liste de courses qu'on doit mettre dans son caddie. Et je pense que tout le monde s'y retrouvera si on retrouve une forme d'équilibre entre l'enseigne avec ses propres marques et les marques en public qu'il faut, je pense, redynamiser parce que ça va participer à l'ensemble du chiffre d'affaires de l'enseigne, à l'ensemble du chiffre d'affaires des marques. Et je pense que c'est un win-win. De penser que l'un a plus raison que l'autre, je pense pas. L'idée, c'est plutôt d'essayer de trouver le juste équilibre. Après, par rapport, j'allais dire, à ce qu'on peut voir pour demain, c'est peut-être aussi d'accepter que les marques puissent être présentes dans plusieurs endroits. J'ai donné l'exemple de Brita, mais c'est le multipoint de contact qui fait qu'on arrive aussi à avoir une persévérance, une persistance et une perception des marques et des produits. On se rend compte qu'on n'a plus non plus dans nos boîtes aux lettres, toujours sur un souci d'écologie, les petits encarts publicitaires qui nous mettaient en avant les promos des enseignes. Donc elles ont tout intérêt à retrouver cette visibilité parce que sinon, je me dis, on devient lisse. On devient lisse et on dessert le public, les clients. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont tendance à déserter un petit peu les enseignes. Donc si on veut les faire revenir, il va falloir quand même qu'on retrouve de l'attrait. Et la PLV, par ce côté un petit peu événementialisant, c'est le cas, c'est fait exprès, théâtralisant, ça permet de redonner de la visibilité, un peu de créativité, un peu d'originalité et casser ce côté un peu trop aseptisé. Et effectivement, c'est le cas notamment dans les hyper. C'est un circuit que les consommateurs boutent de plus en plus et les enseignes ont tout intérêt effectivement à créer ce marketing expérientiel pour justement occuper l'espace, rentabiliser aussi les mètres carrés d'un directeur de magasin, hein, qu'on se le dise. Et au-delà de ça, créer ce qu'on voit, des îlots centrales. Tu parlais de promo. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la partie théâtralisation aussi de la promotion. Tu parlais du rôle de la marque distributeur et des marques nationales. Souligner effectivement que les marques distributeurs ont des enjeux aussi de croissance, d'où probablement cet aspect de non, je ne veux pas de théâtralisation et de PLV propre à la marque nationale. Est-ce que la PLV est réservée en tant que telle uniquement, je fais exprès de poser la question de manière un peu crue, mais uniquement aux marques nationales, quand on sait que effectivement on a des ambitions chez U du CAP 15, je voudrais pas dire de bêtises sur le chiffre, je le vérifierai, mais CAP 40 pour Carrefour. Qu'est-ce que tu réponds à ça et est-ce que vous voyez, vous Caméléon, des initiatives aussi des marques distributeurs qui prennent la parole en point de vente à leur nom en marque MDD? Alors un peu, pas tant que ça, pas assez. Justement, s'ils veulent pouvoir aussi se démarquer et puis donner l'information, c'est pas forcément évident. On les voit pas beaucoup par rapport aux grandes marques qui arrivent avec des investissements beaucoup plus importants. Après, ils vont s'exprimer différemment. Ils vont peut-être pas forcément mettre en avant les marques distributeurs. Ils vont plutôt donner de l'attrait avec des parties traiteurs qui seront plutôt justement débrandés. Et notamment la poissonnerie, la boucherie, qui sont des secteurs, la partie même légumes, fruits et légumes, qui grandit et on se retrouve presque comme dans un marché. Ça aussi, c'est une espèce de contraste avec la notion de marque, où on retrouve le côté presque tradi plus important. Et c'est là où je trouve qu'il y a un super coup à jouer, c'est-à-dire de trouver cet équilibre entre la présence des grandes marques, des grands groupes, en direct avec cette confrontation avec le tradi. Et je trouve que c'est ce doux équilibre qui fait qu'on est différent du marché, on est que sur les produits traditionnels. Et les enseignes l'ont bien comprise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils poussent cet aspect-là. Au-delà des marques distributeurs qui doivent utiliser de la PLV, je pense qu'en fait, ils doivent retrouver le côté peut-être plus tradi. Après, bien sûr, les marques sont un moyen de donner des produits avec peut-être des prix plus attractifs. Ils le crient haut et fort en termes de promotion, mais pas forcément en termes de marque. Et au-delà de ça, ça permet d'avoir un point de vente qui est beaucoup plus singulier. Et quand tu rentres dans une enseigne, d'avoir de la singularité entre un U, un Intermarché et toutes les enseignes qu'on pourrait citer. On a beaucoup parlé du point de vente, notamment en hypermarché, donc plutôt sur des grandes surfaces. Avec l'essor de la proxy, qu'est-ce qui se fait en plus petite surface en termes de marketing plus expérientiel? Qu'est-ce que tu vois toi? Qu'est-ce que vous proposez chez Caméléon pour s'adapter justement à des plus petites surfaces qui font souvent une rentabilité qui est plus intéressante sur de l'hyper
et qui sont notamment de plus en plus visités par la grande distribution et par les chefs de secteur. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Alors, la proxy, forcément, on a des contraintes d'espace, hein. On a un assortiment produit complètement différent, qui est plus en lien dans une forme d'urbanité. On va plutôt avoir des rayons qui s'étendent, comme le snacking, tout ce qui va être la pause déj, pour pouvoir justement répondre à l'ensemble des Français, quand on est en France, qui ont pendant la pause du midi besoin d'une offre très spécifique et à la fois très agile. Quand on regarde, on a toute la partie sandwich, pizza, disponible tout de suite pour le midi ou pour le soir, parce que quand on pense à Paris, la grande ville, où on n'a pas envie de se faire à manger, on trouve des produits disponibles immédiatement, avec des horaires beaucoup plus souples. Et c'est aussi pour ça que cette offre est différente par rapport à l'hyper. Et la PLV va s'adapter à ça, avec des PLV qui sont beaucoup plus subtils. On est moins sur des grandes théâtras, on n'a pas l'espace pour le faire. On est plus sur des crosses, tout ce qui va être mobilier, qui va être en joute TG, plutôt en quart de palette, ou huitième de palette, sixième de palette, qui vont permettre de mettre en avant une inno, ou une nouveauté, ou quelques produits assortis. Donc forcément, ça s'adapte par rapport à ses dimensions et ses contraintes, mais ça n'empêche pas de pouvoir communiquer. Tu as souligné des points extrêmement importants sur la partie catégorielle. J'aimerais t'entendre sur les différentes catégories et comment elles sont théâtralisées. Tu as parlé du snacking, qui est une catégorie en pleine croissance. Pas plus tard que ce matin, on parlait des boissons énergisantes. Est-ce que toi, tu vois des catégories qui sont plus aptes à prendre la parole en théâtralisation, en marketing expérientiel, et d'autres qui sont un peu à la traîne? Est-ce que tu as une rapide analyse de ton expérience et de ce que tu vois, où des catégories mériteraient de mettre un peu plus d'emphase probablement sur le marketing expérientiel, et d'autres qui sont déjà probablement très en avance sur ces sujets-là? Il y a le surgelé qui est pas forcément... on n'a pas la sensation qu'ils font énormément de communication, mais par les contraintes, de gel. Mais c'est intéressant ça. Donc il y a des choses à faire pourtant, mais c'est vrai que c'est pas forcément des secteurs qui sont très travaillés, hormis les glaces à certains moments de l'année, mais c'est pas forcément les secteurs les plus travaillés. On parlait de fruits et légumes. Il y a des marques qui commencent à travailler sur la théâtralisation dans les fruits et légumes. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a quand même des grandes marques. Alors on parle de marques, mais quand on parle par exemple d'une Pink Lady, d'une pomme connue, elle commence aussi à travailler sur des théâtralisations. On a tout l'aspect, on parlait de traiteurs de la mer ou même la poissonnerie, qui commence aussi à travailler avec des grands groupes qui s'adressent aux enseignes, qui commence à créer des belles théâtras autour de l'huître, pourquoi pas. Et je trouve ça intéressant parce qu'on arrive à faire la fusion entre la grande distribution et ce côté un peu plus traditionnel, et on arrive à communiquer presque comme une grande marque à travers des produits plus tradis. Donc ça devient super intéressant et différent, parce qu'on ne le voit pas notamment quand on va dans un marché, ce genre de choses. Et après, d'autres secteurs, on va plutôt parler peut-être des secteurs qui le font très bien, sur lesquels on pourrait s'inspirer, les alcooliers, où justement ils arrivent même à créer des expériences digitales, ce qui est assez rare en GMS, parce que forcément, en termes de ROI, on a tendance à penser que le digital n'est pas forcément tout de suite immédiat. Forcément, quand on a des bouteilles d'alcool qui sont plus onéreuses, on a tendance à avoir un ROI plus intéressant pour pouvoir faire du digital, mais ça crée de l'expérience, ça crée ce que peut pas faire de la grande distribution, c'est-à-dire du conseil. Et ça, c'est vraiment important. On parlait d'expérientiel tout à l'heure, mais l'expérientiel passe aussi par du conseil, des vendeurs muets, de l'application d'aide au choix. C'est des choses qui vont être hyper intéressantes, qu'on voit énormément dans le luxe, sur lequel nous on travaille. On le propose dans le luxe, forcément c'est plus facile. Ça se fait aussi en pharmacie, donc je pense qu'il faut qu'on voit comment la nouvelle technologie va pouvoir avancer, notamment avec l'IA, pour pouvoir nous permettre peut-être de faciliter l'attrait et la proposition du digital. On pense que ça va forcément être de plus en plus facile de le faire. On verra ce que nous dit l'avenir. Est-ce que tu vois, toi notamment avec l'essor de certaines catégories, de plus en plus ou de moins en moins, je serais curieuse d'avoir un peu ton bilan et ton constat sur des shop-in-shop. On parlait du snacking, j'arrive sur mon point de vente, j'ai l'intégralité des éléments pour constituer mon repas. Sur le petit déjeuner, est-ce que tu perçois ce genre de choses, ou moins ça a été fait plus à l'époque et de moins en moins? Quelle analyse t'en fais d'un point de vue catégorie et catégoriel? Dans le snacking, l'évolution, ça a été déjà de retrouver de la boisson. Ça paraît bizarre de se dire que ça n'a pas été fait avant, mais quand on voit les boissons sont arrivées dans la pause déj, dans les frigos. Alors, pas besoin forcément de les avoir à côté des sandwichs, mais ça permet de créer une offre complète, des menus complets. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'on a complètement switché la catégorie, on a revu l'assortiment. Donc c'est un exemple parmi d'autres, mais ça a été des petites comme ça, des évolutions, des petits tests qui ont été faits.
même d'amener les chips pas loin, parce que comme ça permet de faire un menu. Donc voilà, c'est des petites évolutions qu'on a pu voir dans le snacking. On va pas citer Brita, mais c'est un exemple encore une fois de plus de comment essayer de retrouver un nouvel acteur dans les eaux, comme on peut retrouver des fois un revirement de situation dans la partie soda, où on vient rapprocher les boissons énergisantes et leur retrouver une nouvelle dimension pour pouvoir avoir une offre plus complète, ce qui redistribue un peu l'ensemble de l'organisation dans les différents secteurs. Et c'est ça qu'il va falloir accepter, c'est peut-être de s'ouvrir sur casser les fondamentaux et de retrouver une nouvelle perspective du magasin. On a beaucoup parlé du magasin. Qu'en est-il du digital? Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Du digital et du drive. D'ailleurs, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est des éléments différents? Ravi de t'entendre sur le sujet. Qu'en est-il de créer de l'expérience sur ces nouvelles plateformes qui prennent énormément d'essor? Alors le drive, je pense que c'est pas fini, hein, bien sûr. Ce n'est que le début. Ça va évoluer. Maintenant, il y a une forme de maturité aussi sur l'utilisation des plateformes digitales, des enseignes. Il va falloir qu'on voit si il y a une fusion qui se fait un jour ou l'autre, ou il va y avoir toujours ce distinguo. Est-ce que les enseignes vont développer encore plus leur digitalisation pour investir et donner peut-être une nouvelle vision du magasin. Le digital, on l'a dit, c'est un investissement. Mais je pense que c'est un investissement qui à long terme, moyen terme peut être assez intéressant puisque il y a une rapidité. Il y a le chrono-marketing qui permet très rapidement de retrouver une information dans tous les magasins, voire dans certains magasins. Il y a ce côté, j'allais dire presque RSE, parce que oui, ça consomme de l'énergie, on en est conscient. Mais par contre, on ne réimprime pas, on vient directement diffuser une info. Il n'y a pas quelqu'un qui vient poser la PLV, il n'y a pas eu du transport de PLV. Donc le digital peut être aussi, je pense, un palliatif à certaines PLV. Mais je reste persuadé que ça sera l'équilibre une fois de plus de l'ensemble. Il y aura toujours le digital au service du conseil, au service de l'information immédiate, instantanée, et la PLV qui sera là pour créer peut-être quelque chose de plus visible, de plus impactant, parce qu'on peut se permettre de prendre de la hauteur, de la largeur, et ça permet aussi, ce qui ne pourra jamais être fait, ou peut-être, sait-on jamais un jour, de la dégustation, bien sûr, de l'odeur, du toucher. Donc c'est, je pense, une fois de plus, trouver le bon équilibre entre le digital, la PLV, le côté plus traditionnel, laisser le drive aussi avoir de la souplesse, de l'agilité, de la spontanéité qui permet peut-être plus d'accessibilité aussi pour certaines personnes qui n'ont pas envie d'aller en point de vente ou ne peuvent pas aller en point de vente. Sur les années à venir, 2-3 ans à venir, et puis dans 10-15 ans, comment tu vois l'avenir de l'expérience marketing en point de vente et sur le digital? Quelles sont les tendances que tu vois s'accélérer à vitesse grand V et d'autres qui sont un peu en repli ou même des choses qui n'existeront plus, qui existent aujourd'hui? Quelle analyse t'en fais? C'est compliqué, hein, ça n'engage que moi, mais déjà, je pense que les enseignes ont compris que les marques devaient quand même retrouver peut-être un peu de visibilité et c'est en train de reprendre. On a des exemples parfaits comme une belle expérience qu'on a eue avec Celsius qui a fait un très beau mobilier pour pouvoir promouvoir une nouvelle marque, un lancement, et on se rend compte qu'il n'y a rien de plus attrayant que quelque chose qui va percuter avec de la lumière, avec un écran, qui va donner de l'information, qui va donner de l'attrait pour comprendre cette marque et ce produit. Donc je pense que les enseignes vont certainement, moi je l'espère, se réouvrir aux marques et leur laisser encore plus de liberté. Ça c'est à court terme. Après, le magasin de demain, je le vois comme presque une sortie au-delà de la consommation. C'est-à-dire qu'est-ce que ça ne devient pas un nouveau parc d'attractions? Allons loin, hein, puisqu'on a le droit de tout dire. Bien sûr. C'est du projectif. Est-ce que ça ne devient pas un endroit où à la fois on s'amuse, on mange, on peut boire et on peut même passer du bon temps avec des amis et à la fois on peut consommer. Si on arrive à ce magasin un peu de demain, et comme on le voit d'ailleurs dans certains marchés, hein, ce genre de food court où on passe du bon temps et on n'a pas cette sensation du temps, cette contrainte du temps où on voit ça comme une contrainte d'aller faire ses courses avec son caddie. Est-ce que le magasin de demain va réussir à faire ça? C'est une vision, je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas c'est la mienne. Et comment justement les marques peuvent recréer aussi, moi j'y vois vraiment un aspect collaboratif avec les enseignes et la distribution pour justement créer tous au service du shopper des points de vente où le shopper passe plus de temps et qu'on sorte un peu de cette économie de la flemme dans tous les sens du terme et que c'est ce que tu disais, hein, l'expérience d'achat soit en vrai
un vrai plaisir. Comment Caméléon, justement, vous accompagnez ces marques? Aujourd'hui, les briefs que vous avez, souvent, est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent? Et comment vous accompagnez les marques pour répondre à leurs enjeux? Caméléon est multi-secteur d'activité, multi-matériaux et on a plusieurs usines avec à la fois des usines de carton, de métal et ce qui permet d'avoir une offre complète du conseil jusqu'au déploiement en passant bien sûr par la production. Et c'est ce qui fait la vraie différence. Moi, admettons, je travaille pour une marque, je veux développer cette partie expérientielle au point de vente. Si je vous brief, ça vous donne probablement une certaine flexibilité justement par rapport à d'autres qui peuvent être sur le marché et qui n'ont pas leurs usines. Tout à fait. Ça permet de la flexibilité. On répond à plein de problématiques grâce à ça. On a une faculté de modularité extrême pour pouvoir répondre à toutes les contraintes point de vente, toutes les contraintes d'espace et surtout de temps, parce que le temps aussi est quelque chose d'important où on arrive à une forme d'agilité. C'est ça que ça apporte, cette offre complète. On a une méthodologie de travail où déjà on essaie de se servir, je l'ai dit un peu en préambule, des datas. C'est vraiment important d'essayer de comprendre le shopper, le client final. Et il faut même intégrer l'enseigne parce qu'elle a ses contraintes, on l'a dit, elles sont, j'espère, à s'ouvrir, mais il faut qu'on prenne toutes ces informations et d'essayer de s'inspirer des autres secteurs. On a une chance, nous, chez Caméléon, c'est de travailler pour différents secteurs, que ce soit le luxe, la pharma, je l'ai dit, et la grande distrib. On s'inspire de chaque pour pouvoir proposer des choses nouvelles. Et on sort aussi des sentiers battus en allant même dans les magasins d'enseignes propres parce qu'ils testent des choses et nous-mêmes, on travaille pour certaines enseignes. Donc, on essaie de proposer des expériences qui sont nouvelles, peut-être déjà faites pour certains. C'est là où il faut qu'on se challenge à chaque fois en essayant d'être le plus juste et de recréer une nouvelle expérience. On n'est pas là pour faire juste de la présence. On est là pour essayer de dynamiser. On est là pour essayer de révéler. On est là pour informer. On est là pour communiquer. Donc, je pense que c'est ce partenariat avec les marques, avec l'enseigne, avec les acteurs que nous sommes de la PLV et toutes ces innos qu'on pourra proposer en termes de matériaux, en termes de toujours souci d'être toujours plus RSE, cette osmose qu'on doit créer entre nous tous pour pouvoir vraiment proposer de la nouveauté. Je remercie d'ailleurs les marques pour lesquelles des fois on fait des tests qui sont pour certains extrêmement concluants et pour d'autres qui sont des phases, des étapes avant d'arriver à des solutions vraiment nouvelles. Et c'est ce que nous, on estime, c'est que c'est ce système un peu de co-création qui fait qu'on arrive à des solutions souvent rupturistes. Nous, on prend les clients en main grâce, j'allais dire, à un chef de projet et un team commercial chef de projet, et on les prend du conseil jusqu'au déploiement. On a des experts pour la partie production qui vont aussi pouvoir prendre par la main notre client, l'accompagner, le rassurer, et lui apporter des vraies solutions en fonction de leurs problématiques. Et vu que nous sommes avec nos usines intégrées, on est sûr que ce qu'on propose, on est capable de le déployer et on est capable d'apporter une solution clé en main en fonction d'un budget. Un exemple à nous donner ou d'un client avec lequel vous avez travaillé, où vous avez itéré justement cette phase de test pour arriver à un prototype le plus parfait justement pour créer de l'expérientiel en vente. J'ai plusieurs exemples, mais celui qui me vient en tête, c'est un des derniers où on a fait une descente pour du whisky. Il y avait vraiment cette notion d'information, de pédagogie qui est pas forcément évidente parce qu'on n'a pas affaire qu'à des experts du whisky. On a trouvé aussi cette émergence avec cette volonté de créer ce côté un peu show-off parce qu'on est sur des produits qui ont quand même un certain prix, avec de la lumière, avec du digital, avec des ILV, avec des choses qui vraiment, et en termes de matière aussi, cette volonté de mettre des nouvelles matières comme des effets cuivrés, du métal avec des découpes laser. On a vraiment fait des choses assez différentes, ambitieuses, et qui ont, je trouve, une émergence qui marque une rupture, quoi. On n'arrive pas dans un rayon classique. Il se passe des choses, et c'est ça d'autres exemples, je les ai cités, Celsius, ce mobilier qu'on a créé, vraiment, on prend direct un impact fou grâce à la lumière. On a été primé pour ça d'ailleurs au shop, et je remercie notamment la marque de nous avoir laissé la possibilité de le faire. Après, il y a des marques en propre, je cite beaucoup d'alcooliers, mais c'est aussi ceux qui se donnent les moyens, et je trouve que c'est ça qui permet de créer des nouveaux twists. Il y a beaucoup de chefs de secteur qui nous écoutent et même au-delà de ça, de personnel en point de vente. Qu'est-ce que ça apporte pour un chef de secteur d'avoir la solution Caméléon
pour en avoir monté beaucoup des PLV pendant les temps forts. Ça peut être très fatigant, en plus de la route, etc. D'un point de vue kit, poids, etc. Est-ce que tu as des éléments à nous partager là-dessus? On a, nous, ce qu'on appelle un display pop, notre pop collection qui est souvent à monter. Donc, beaucoup plus léger, puisqu'on est sur des dispositifs plastiques, légers, recyclés, recyclables, avec un sac de transport qui permet d'avoir une forme de souplesse et qui est moins contraignant dans les coffres des voitures, qui est souvent un peu la bataille de l'espace, et de pouvoir le monter soi-même sur place avec forcément plus de facilité puisqu'il y a moins de contraintes de poids. Donc ça permet de répondre à ce genre de problématique. C'est un exemple parmi d'autres et on a essayé de s'efforcer de trouver à chaque fois des solutions de PLV pour pouvoir faciliter cette accessibilité et faciliter le travail de la force de vente. Aujourd'hui, on est dans un constat où la grande distribution se centralise. On le voit notamment avec le rachat de Casino par Intermarché. On pourrait citer plus récemment Colruyt, etc. Donc Système U avec Carrefour. Système U avec Carrefour, voilà, très récemment hier. Effectivement, donc, qui donne de plus en plus de poids aux enseignes et donc une relation, on pourrait dire, presque de plus en plus déséquilibrée. Donc là se pose la question de comment les marques peuvent collaborer, créer ce lien et cette relation de confiance avec les enseignes. Est-ce que vous avez des solutions pour accompagner justement les marques en ce sens à créer cette, je dirais, collaboration et sortir même du cadre des négos qui peut être souvent de la friction? Oui, on a eu l'occasion de proposer pas mal de choses, notamment des films qui sont là pour proposer une démarche, une nouvelle stratégie pour la marque. Des films qui vont projeter directement les projets en point de vente. Ça va permettre vraiment à l'enseigne de comprendre cette stratégie complète et de pouvoir avoir un résultat fini dans son magasin et d'appréhender ses craintes et ses contraintes. On a aussi des solutions de casque réalité virtuelle qui permettent d'avoir quelque chose vraiment de projectif, encore plus, j'allais dire, réaliste, et de créer le show. Parce qu'on est là pour créer un événement. J'incite les marques à proposer des fois de les sortir, ces enseignes, de chez eux, pour qu'ils soient aussi peut-être un peu moins sur leur garde, pour pouvoir leur permettre d'avoir une nouvelle expérience à vivre elles-mêmes. On a pu le voir, on les citait parce que ça reste confidentiel, mais certaines marques, ils les ramènent chez eux pour leur proposer quelque chose de plus immersif et de leur projeter des fois même des prototypes déjà réalisés. Et les inciter d'autant plus à travailler avec eux et pour comprendre encore plus, j'allais dire, leur démarche. Et c'est ça qui va faire la différence, de pas arriver avec son petit cartable, voir l'enseigne dans son petit bureau en disant comment je vais être mangé, mais plus de dire allez, on sort, viens, je t'emmène, sans faire d'allusion à une musique, et de pouvoir leur faire partager une nouvelle expérience. Là, tu parles de j'ai entendu casque de réalité virtuelle, j'ai entendu PLV. Concrètement, comment ça se modélise? Est-ce que tu as un exemple, par exemple, pour le plus innovant casque de réalité virtuelle, c'était quoi? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors, on l'a fait pour une marque de luxe pour vraiment pouvoir, alors déjà elle-même, c'était plus, avant même de faire un prototype, de pouvoir se projeter dans le mobilier qu'ils allaient potentiellement développer, d'avoir les sensations à la fois de dimension, d'échelle et de visibilité et de hiérarchie d'information. Il y a un gros combat sur comment faire passer ces messages et il faut pas qu'un message en cannibalise un autre. Donc c'est ce doux équilibre qu'il faut voir dans les proportions. Donc ça permet de faire ça, le casque réalité virtuelle, de retrouver des dimensions, parce que quand on a une petite 3D projetée sur un PPT, on se rend pas compte des choses. On a beau mettre des métrages, ça ne change rien, on se projette pas. Ça c'est le premier point par rapport à la réalité et la sensation. Et par rapport à une enseigne qui a été approchée par une marque, où on a fait tout un balisage. Une fois de plus, sur cette notion de hiérarchie, de dimension, de contrainte, où les enseignes ont toujours peur qu'on monte trop haut. Là, ça permet vraiment de les rassurer sur les hauteurs qu'on peut pratiquer, sur les messages, sur la verticalité qu'on va pouvoir créer, sur l'émergence des PLV, qu'elles soient pas trop proéminentes et à la fois maîtrisées, et qu'ils soient toujours au service de la compréhension de l'offre et d'équilibre qu'on peut trouver dans un rayon, et surtout l'émergence et l'événementialisation. Donc là, c'était en collaboration avec l'enseigne. Enfin, cette PLV a été été plus développée en co-construction. Oui, alors l'enseigne amène quand même après des fois des réajustements. Donc ça, forcément, c'est de la co-création. Quand je parlais de co-création précédemment entre l'enseigne, des marques et nous-mêmes en tant que conseil, c'est ça. C'est de pouvoir d'avoir un nouveau support pour pouvoir échanger et partager
des solutions de PLV à travers ce casque réalité virtuelle. Pour les personnes qui nous écoutent en podcast, n'hésitez pas à regarder la version vidéo parce qu'on fera des inserts avec des exemples de PLV que vous avez pu développer pour justement cette partie expérientielle. Cyril, on arrive à la fin de cet épisode et la question un peu crible du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais entendre sur un prochain épisode? Ça peut être un métier, une marque. Est-ce que tu as des idées, alors plutôt qui touchent effectivement à la grande distribution? Bah justement, une enseigne. Ouais. Comment lui voit l'avenir en magasin, comment il voit le magasin de demain. Cette même question que tu m'as posée, parce que je serais curieux de savoir comment il voit son magasin demain, s'il veut retrouver de l'attrait, proposer quelque chose de différent aux consommateurs, aux clients, aux shoppers. Rendez-vous pris. Merci beaucoup Cyril. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.